relations internationales Nelson Mandela à l'occasion de cette conférence sur l'Europe et le financement de l'habitat social. À cette occasion, la parole est donnée à Madame Claire Hart, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée au rayonnement international et à la coopération européenne, représentant Monsieur Michael Delafosse, maire de la ville de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole. Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous. Alors vous êtes très étonnés par le fait que nous démarrons même avant l'heure, mais je vais commencer en m'excusant, je vais devoir vous quitter très rapidement puisque en parallèle, donc l'actualité européenne, cher Laurent, est très riche en ce moment. En parallèle, nous lançons également la candidature de Montpellier et de Sète et du territoire élargi pour être capitale européenne de la culture en 2028. Voilà, donc je vais aller courir jusqu'à l'opéra juste après, d'où le fait que nous ne respectons pas le quart d'heure montpelliérain aujourd'hui. Voilà. Alors, je suis tout à fait ravie de vous accueillir ici à la Maison des Relations Internationales Nelson Mandela ce matin. C'est un vrai plaisir. Je voudrais vous dire vraiment pour démarrer tout le plaisir que j'ai, hein, Laurent, cher président, et puis monsieur le directeur Olivier, de travailler main dans la main ici dans cette belle maison avec la Maison de l'Europe, Europe Direct, sur notre territoire. C'est un vrai plaisir parce que nous traitons l'ensemble des sujets qui relèvent des compétences européennes. Nous faisons également ensemble de la sensibilisation. Hein. Nous travaillons autour de cet idéal européen que nous partageons. Et je pense que vous le savez, hein, pour la plupart, nous avons fait quelque chose qui est assez extraordinaire et tout à fait unique, qui est de faire signer à l'ensemble des communes de la métropole, les 31 communes ont signé la charte de l'Europe. Voilà, main dans la main pour justement affirmer haut et fort que les valeurs européennes sont les nôtres et que nous sommes une métropole résolument européenne à tout point de vue. Donc voilà, c'est le début d'un long processus de travail. Nous allons maintenant travailler sur la mise en place d'un point Europe dans chaque commune. Donc c'est un vrai gros projet et nous en sommes très fiers. On a été félicités par Clément Beaune à ce moment-là, puisque on était la toute première métropole à agir de cette manière-là. Donc voilà, merci vraiment à tout le monde pour cela, parce que ce n'est qu'en travaillant de manière collective que nous pouvons arriver à de tels résultats. Voilà. Donc c'est un grand plaisir, c'est un grand bonheur, bonjour, d'être là. Je souhaite le bienvenue à tout le monde et particulièrement monsieur le directeur de la Caisse des dépôts, Stéphane Nguyen qui représente la région et puis toutes les personnes ici présentes. En distanciel, nous avons Irène Tolleré aussi, notre députée européenne. Je ne sais pas si elle nous écoute encore, mais elle est là. Voilà, donc, et bien évidemment l'Union sociale de l'habitat qui est très bien représentée ici ce matin également. J'excuse Michel Calvo, hein, le président des ACM, qui n'a pas pu être avec nous, mais qui regarde et qui suit nos travaux avec beaucoup d'intérêt. J'excuse également, bien évidemment, le président de la métropole, le maire de Montpellier, Michael Delafosse, qui est, vous imaginez bien, à l'Opéra en train de préparer le lancement, le grand lancement de notre candidature comme capitale européenne de la culture. Je voudrais simplement en introduction vous dire jusqu'à où, pour Montpellier, pour la métropole, la question de l'habitat, et puis j'irai encore plus loin, la lutte contre l'habitat indigne est un sujet majeur, c'est un sujet pour notre mandature. Vous le savez, nous nous sommes engagés sur cette mandature de résorber ces bidonvilles qui ont fleuri depuis une petite décennie sur les territoires. Ce sont des lieux inacceptables dans la République française. Nous ne pouvons pas accepter que des personnes vivent dans de telles conditions. Et grâce à l'Europe, nous avons pu déjà faire des avancées sur les résorptions de ces bidonvilles. Nous sommes en train de créer un village de transition, encore une fois, grâce au soutien européen, sur le site de la Rose, qui va nous permettre justement de faire partie ce bidonville à Selle-Neuve
qui a été absolument abominable pour les personnes qui y vivent, comme pour les riverains, comme pour le quartier de Seine-Neuve dans sa globalité. Nous avons un village qui va être investi à partir du mois de mai, qui, bien évidemment, est un village de transition, donc fabriqué de logements qui sont destinés après à être réutilisés ailleurs. Mais en tout cas, voilà, l'Europe est venue nous soutenir dans cette démarche. Et pour nous, c'est une démarche absolument majeure dans notre mandature. Nous voulons arriver en fin de mandature avec l'intégralité des bidonvilles résorbés et surtout, et avant tout, et là encore une fois j'appuie sur le soutien européen, surtout un processus, un travail d'intégration pour les populations dans ces bidonvilles. Nous savons que l'Europe a mis en place également, en plus de la partie logement, un programme qui s'appelle Roma EU, qui travaille sur l'intégration des populations en bidonville, ce qu'on peut appeler les Roms, mais ce n'est pas que des Roms. Nous avons des Yougoslaves et quelques populations connexes aussi sur ces bidonvilles. Et ce travail, qui est un travail européen concerté et très riche, va nous permettre d'aller au-delà du logement et de travailler sur l'intégration de ces populations. Nous avons de très bonnes pratiques ailleurs en Europe, je pense particulièrement à l'Espagne, qui a su faire un travail extrêmement riche sur ce sujet-là, qui a réussi. Donc nous avons aussi à aller chercher de l'appui sur ces villes qui ont su résorber leur bidonville et puis au contraire faire de ces populations des membres à part entière de la population espagnole et nous, notre objectif, de la population montpelliéraine. Voilà. Donc je commence là-dessus, je suis en parallèle avec vos sujets d'aujourd'hui, mais c'est tout à fait intégré et pour nous, on est extrêmement concernés par l'amélioration de la situation des plus fragiles, des plus pauvres dans notre population. Voilà. Donc, merci encore une fois de travailler de nos côtés. Bien évidemment, je voudrais finir en parlant aussi de la situation en Europe aujourd'hui, cette guerre absolument effroyable à 2 heures d'ici, et dire aussi que Montpellier et sa métropole sont à côté des populations qui fuient la guerre et qui arrivent sur notre territoire. Nous sommes aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, nous sommes à 1000 personnes accueillies sur le territoire. Nous travaillons main dans la main avec la préfecture, bien évidemment, mais aussi les associations, la Croix-Rouge, GAM, SOS Montpellier Ukraine, afin d'accueillir dans les meilleures conditions possibles ces personnes et mettre, bien évidemment, à disposition des logements le temps qu'il faut. Voilà. Et nous savons, personne ici est capable de dire combien de temps tout cela va durer. Donc voilà, je voudrais aussi remercier tout le monde parce que finalement on a été extrêmement bien entourés. Nous avons ici été le point de départ de ce travail et nous savons aujourd'hui 1000 personnes qui sont logées sur le territoire ROT. Merci aussi bien évidemment à AGD, Cap d'Agde qui ont su aussi mobiliser et mettre à disposition des logements très très rapidement. Voilà. Donc peut-être finir avec une petite note d'espoir. Nous savons que le drapeau ukrainien, ce bleu ciel et ce doré qui représente le blé, donc c'est le ciel et le blé, nous espérons que ce note d'espoir vu dans ce drapeau ukrainien soit une réalité sur notre territoire très très rapidement. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Merci à toutes et tous. Pour terminer cette traditionnelle prise de parole, M. Laurent Travail, président de la Maison de l'Europe. Merci beaucoup. Merci, chère Claire. Merci, Madame la vice-présidente, de nous accueillir. Heureuse matinée printanière dans cette magnifique ville, dans cette magnifique métropole qui nous montre qu'elle est capable de traiter avec extrêmement sérieux le financement les plus sociaux par le prisme de réflexion européenne et que dans la même matinée, il y a assez de matière grise disponible pour pouvoir avoir une grande conférence sur la culture et sur le rayonnement international. Heureux de ce retour
et de cette exigence intellectuelle de la ville de Montpellier, de sa métropole. Et on est heureux de ce petit printemps montpellier. Je tenais à vous le dire, vous l'incarnez magnifiquement, madame. Vous savez, on est une petite asso, et avec d'énormes ambitions. On est au point d'information Europe Direct, donc on est quasiment un service public européen de proximité, puisqu'on est en charge d'expliquer les politiques européennes, de favoriser le débat démocratique chez nos concitoyens, de faire passer l'information, de faire de l'éducation auprès des plus jeunes, de l'éducation auprès du grand public. Donc c'est vraiment une grande ambition. On est en charge aussi de faire vivre le débat sur les thématiques parfois les plus compliquées. Et c'est la réunion de ce matin en est un exemple, puisqu'on a un plateau, on a une assemblée de qualité. Je remercie vraiment tous les intervenants sur un dossier très pointu qui intéresse tout le monde, qui intéresse la métropole pour la résorption de ces bidonvilles, qui intéresse aussi, moi je suis adjoint aux affaires sociales, donc je vais être en tant que public très intéressé dans la ville de Montgueux, qui est juste à côté, qui est donc une ville littorale, où on a l'impression que tout est riant et tout est ensoleillé, que la misère se passe mieux là, parce qu'il y a le soleil, mais en réalité, notre réalité, c'est que si on ne construit pas de logements sociaux, nos enfants partent de notre territoire et vont ailleurs. Et donc, on voit l'arrachement générationnel. Sur 10 ans, on a perdu 500, la cohorte des 15-35 ans chez nous, elle est tombée de 500 en 10 ans. Donc, ça veut dire qu'on a un vieillissement accéléré parce que nos jeunes ne peuvent pas rester. Donc la question du financement et du logement social est une question clé, avec un autre prisme que celui que vous a décrit Clara Hart à l'instant. Donc vous voyez qu'on est une petite association avec de grandes ambitions, et on a une ligne, parce que si on est un point d'info Europe, on a contractualisé ça comme on le fait depuis maintenant une dizaine d'années avec la Commission européenne. On est à la base une petite association qui a un objectif, et la Maison de l'Europe, elle a un objectif et elle ne l'oublie pas, c'est de favoriser l'amitié entre les peuples européens. Et à chaque fois qu'on fait ce genre de réunion, qu'on explique les politiques européennes, on les repense toujours, nous, en se disant, est-ce que ces politiques-là, elles favorisent la paix entre les peuples européens? Et ce travail d'aller-retour, c'est un travail très très compliqué. Et si j'ai un seul message peut-être à faire passer à une si auguste assemblée, c'est que parfois dans notre efficacité professionnelle, dans nos objectifs professionnels, on oublie parfois d'expliquer aux peuples européens qu'on fait tout ça pour favoriser l'amitié qu'ils ont les uns pour les autres. Je vous remercie, je vous souhaite de bons travaux. Les traditionnelles prises de parole sont maintenant terminées. Place à la conférence et au débat, et à Olivier Desdieux, directeur de la Maison de l'Europe, pour animer ce débat. Merci. Alors pour démarrer, je voulais juste expliquer un peu le sens de cette manifestation qui est liée au partenariat récent qui a été instauré entre, d'un côté, la Fédération française des Maisons de l'Europe et de l'autre côté, la Caisse des dépôts, qui est d'ailleurs devenue adhérente de la Fédération française des Maisons de l'Europe, avec l'idée effectivement de définir un certain nombre d'actions communes. Donc on fait partie des premières d'ailleurs qui ont été suscitées. Et il nous semblait, c'est vrai qu'il nous semblait important, quand on a commencé à discuter ce qu'on pouvait faire, effectivement, d'associer l'Union sociale de l'habitat, puisqu'effectivement le public cible était double, d'une part effectivement les bailleurs, mais aussi effectivement les collectivités territoriales, puisque effectivement la question du logement sur nos territoires est quand même, quel que soit le type de territoire finalement, est une question assez effectivement fondamentale. Alors, je voulais, en démarrant, excusez
Donc d'une part, éditable de la représentation qui devait être là, qui n'est pas là, qui a été remplacée par Carole Labbé, donc qui est la représentation de la Commission européenne à Paris. La représentation, c'est l'équivalent de l'ambassade de l'Union européenne en France, et qui justement est la personne qui suit le plan de relance français, mais qui ici sera d'abord là pour évoquer effectivement la perspective globale du logement social dans la logique du Green Deal. Et par ailleurs, Irène Colleré qui interviendra aussi en visioconférence, puisque c'est vrai que malheureusement, nous sortons du confinement, et donc du coup, les réunions en présentiel s'enchaînent, d'où des problèmes de chevauchement d'agenda. Voilà. Donc Irène, du coup, devait être là. Au final, elle fera la visio de Bruxelles, puisque elle était ce matin, elle sera aujourd'hui en commission agricole à Bruxelles. Donc je vous propose, on va faire 2 temps. Un premier temps, effectivement, avec 4 interventions. Donc la représentation, Irène Colleré pour le Parlement européen et surtout pour le comité de pilotage du plan de relance. Et enfin, 2 acteurs qui seront en présentiel. Donc Stéphane Nguyen, donc de la région Occitanie, qui est en train de mettre la dernière touche au programme opérationnel FEDER FSE+, et ensuite, effectivement, que je ne corche pas le nom, Laurent Zippelberg, effectivement, de la Caisse des dépôts, qui nous parlera effectivement des différentes manières, effectivement, d'intervention de la Caisse des dépôts, alors, qui a de multiples casquettes, finalement, hein, puisque le groupe étant lui-même bailleur social, tout en étant un financeur, et notamment des projets qui pilotent à l'échelle européenne, mais bon, je vous laisserai développer plus en détail. Donc je vous propose, dans l'ordre, effectivement, qu'on commence par Carole Labbé. Bonjour Carole. Bonjour, j'espère que vous m'entendez parce que le retour micro, par contre, n'est pas très bon. On a un peu de mal à vous suivre. Je ne sais pas si c'est la même chose à Bruxelles, Madame la députée européenne, mais voilà. Mais en tout cas, j'espère que vous m'entendez. Bruxelles entend, mais Montpellier chointe. D'accord. Ok. Bon, je vais commencer. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Carole Labbé. Je travaille effectivement à la représentation de la Commission européenne à Paris depuis maintenant un peu plus d'1 an. Et je suis aussi rattachée à la task force du plan de relance. Et donc, je fais partie de l'équipe France. Et je suis j'ai participé aux négociations et maintenant, je suis la mise en œuvre de ce plan de relance français financé par Next Generation, donc les financements européens. Mais là, ce matin, donc, je vais vous présenter assez rapidement le pacte vert et aussi dans l'optique de la rénovation énergétique assez rapidement, donc replanter le décor de manière rapide. Donc le pacte vert, c'est quoi? C'est vraiment la feuille de route de l'Union européenne pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et ça a été mis sur la table, proposé par la présidente de la Commission européenne actuelle, Ursula von der Leyen, dès qu'elle est arrivée en fonction, donc en décembre 2019. À cette époque, en fait, elle jouissait d'un contexte, on va dire, politique assez favorable, puisque vous vous souvenez, il y avait les marches pour le climat, il y a eu une poussée aussi assez forte des partis verts au niveau du Parlement européen, et l'Union européenne sortait de la crise aussi du Brexit, donc c'était une manière aussi de présenter un agenda, je dirais, positif pour l'Union européenne. Et puis surtout, il faut encore répondre à l'urgence climatique. On avait eu sur la table le dernier, à l'époque, rapport du GIEC, qui était déjà très alarmiste, en 2018. Donc, c'est un programme vraiment ambitieux qui vise à répondre aux objectifs de l'accord de Paris de 2015 et donc qui vise à faire de l'Europe le premier continent à atteindre la neutralité carbone ou la neutralité climatique. Donc, ça veut dire des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles, donc réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre et les émissions résiduelles, essayer de les compenser par des puits carbone naturels ou par des technologies du type CCS, donc captation et stockage du carbone. Alors cet objectif 2050, c'est quand même assez lointain, donc il a fallu se fixer des objectifs intermédiaires à 2030 et des objectifs aussi contraignants. Donc c'est pour ça que dès 2020, la Commission européenne a proposé une loi climat
qui contraint l'Union européenne et l'ensemble de ses États membres à réduire ses émissions de gaz à effet de serre en 2030 de 55%. Il y a eu beaucoup de discussions entre le Conseil, donc les États membres et le Parlement. Le Parlement avait aussi poussé pour aller un petit peu au-delà de cette ambition. Et finalement, la loi a été adoptée au niveau européen en juin 2021. Donc, la loi fixe cet objectif pour 2030 qui nous contraint tous de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55%, d'une manière un peu différenciée pour chaque État membre. Ce n'est pas un objectif qui s'applique à chacun d'entre eux, mais c'est un objectif collectif qu'on doit atteindre en commun en fonction donc, des situations aussi nationales. Alors, comment ces objectifs sont mis en musique? Dans un premier temps, la Commission a présenté toute une série de stratégies dans tous les domaines du pacte vert, parce que le pacte vert, vous en doutez bien, ça touche absolument toutes les politiques publiques de l'Union européenne. Tout d'abord l'énergie, mais aussi l'industrie, l'économie circulaire, le bâtiment, l'agriculture. On oublie souvent, mais l'agriculture a un rôle important à jouer pour atteindre ces objectifs. Et une des stratégies dont je vais vous parler un petit peu plus tard, c'est la vague de rénovation. Donc, c'est une stratégie qu'on a présentée en octobre 2020, après le confinement, ou même après le premier et le deuxième confinement, pour accélérer la rénovation énergétique de l'ensemble des bâtiments en Europe. Alors, cette approche totalement intégrée est complexe, puisque ça nécessite un énorme travail de coordination, même au sein de la Commission européenne. Donc, on a nommé aussi un vice-président exécutif en charge du pacte vert, qui est Frans Timmermans, qui est chargé d'orchestrer toutes les directions générales et l'ensemble des propositions législatives pour parvenir à cet objectif. Ce qu'on avait aussi en tête à la Commission dès le départ, puisqu'on parle de logement social, c'est que cette transition ne pourra advenir que si elle est juste. Donc, c'est vraiment un objectif clé du pacte vert, c'est de faire de cette transition une transition à la fois juste et inclusive, donc juste pour l'ensemble des territoires, toutes les régions donc celles qui auront plus de difficultés parce qu'elles sont encore très dépendantes des énergies fossiles vont être plus soutenues. On a mis en place un mécanisme qui s'appelle le Fonds pour la transition juste. Ça vise peu de régions françaises, mais ça en vise quand même. L'essentiel, c'était aussi d'aider les régions charbonnières de l'Union européenne, notamment en Pologne. Alors, une fois qu'on a défini toutes ces stratégies, on est arrivé en juillet 2021 avec des propositions législatives, le paquet qu'on a appelé Fit for 55. Donc, c'est un paquet qui nous permet d'ajuster l'ensemble de nos politiques publiques à cet objectif de réduction des gaz à effet de serre de 55%. Donc, c'est un paquet effectivement intégré qui propose de réviser la législation existante et d'ajouter des nouvelles initiatives pour permettre d'atteindre cet objectif. Et c'est une démarche totalement holistique et donc assez complexe dans les négociations parce qu'il y a 12 propositions aujourd'hui sur la table qui sont en discussion encore une fois au niveau du Conseil et du Parlement. Mais si vous arrivez à un niveau moins ambitieux sur une des propositions, par exemple sur les transports, il va falloir être plus ambitieux, par exemple sur les logements pour atteindre cet objectif. Donc, toutes ces propositions se tiennent les unes les autres et c'est un vrai défi qu'on a devant nous pour parvenir à un paquet qui respecte les engagements. Alors, sur le logement, ce sont essentiellement les directives révisées dans le domaine de l'énergie. On a proposé une nouvelle directive sur les énergies renouvelables, une nouvelle directive sur l'efficacité énergétique et aussi une nouvelle directive sur la performance énergétique des bâtiments et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Dans ce paquet, on trouve aussi des mesures transversales, notamment pour répondre à l'ambition d'une transition juste. La Commission a proposé un fonds social pour le climat qui a vocation en fait à soutenir les publics les plus précaires pour les soutenir financièrement, notamment dans la rénovation de leur logement et aussi pour leurs besoins de transport. Ce fonds devrait être doté de 72 milliards d'euros du côté de l'Union européenne, mais évidemment, on compte sur les financements aussi des États membres, puisque c'est un objectif que tous les États membres soutiennent, et donc il pourrait parvenir à 144 milliards d'euros. Et il sera mis en place à partir de 2024 si les négociations aboutissent comme on l'espère.
Je voudrais peut-être ajouter aujourd'hui quelques éléments de contexte par rapport à la guerre en Ukraine notamment, mais aussi par rapport à la crise Covid qu'on vient de traverser, pour insister sur le fait que ce pacte vert reste aujourd'hui plus que jamais en fait vraiment la boussole de l'Union européenne et au centre vraiment de sa stratégie de croissance, de sa stratégie économique. On aurait vraiment pu croire avec la crise Covid que le pacte vert serait un peu mis de côté. Et puis finalement, pas du tout. La crise Covid a vraiment joué le rôle d'un accélérateur de cette transition écologique. Et je crois vraiment que la guerre aujourd'hui en Ukraine, qui pose qui a un impact sur les prix de l'énergie, comme vous le savez, va nous convaincre que le pacte vert est vraiment la solution et qu'il faut absolument décarboner de manière urgente nos économies et en particulier donc le secteur des bâtiments. Alors le secteur des bâtiments dans le pacte vert, on l'aborde essentiellement sous l'angle de la rénovation énergétique. Donc, je le disais tout à l'heure, en octobre, on a présenté cette stratégie qu'on appelait une vague de rénovation. Alors, pourquoi ? Parce que le constat, c'est de voir qu'il faut absolument accélérer dans la rénovation énergétique, donc faire vite, beaucoup plus vite, et aussi faire beaucoup mieux, c'est-à-dire faire des rénovations énergétiques beaucoup plus profondes. Aujourd'hui, les bâtiments en Europe, c'est 40% de la consommation de notre énergie. C'est aussi 36% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et ce dont on se rend compte, c'est que chaque année en Europe, on rénove 1% du parc de bâtiments existants. Donc, c'est vraiment trop peu. Et puis, on constate également que l'essentiel des bâtiments qu'on connaît aujourd'hui seront encore là en 2050. Donc, si on veut atteindre cet objectif de neutralité carbone, il est vraiment urgent d'accélérer. En plus, la rénovation présente un avantage très important au niveau économique puisque ça permet de créer des emplois. Dans nos modèles économiques, on a réalisé que par euro investi, en fait, la rénovation énergétique des bâtiments était le plus grand créateur d'emplois au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire que pour chaque million d'euros investis, on peut générer entre 12 et 18 emplois locaux, donc non délocalisables. Donc, c'est vraiment un avantage très important. Il n'y a plus qu'à le faire et à le mettre en œuvre. Et donc, cette vague de rénovation visait surtout à accélérer et donc à approfondir ces rénovations énergétiques, puisque l'objectif, c'est d'ici 2030 de rénover 35 millions de bâtiments au niveau européen, ce qui permettrait de créer, selon nos estimations, 160 000 emplois supplémentaires au sein de l'Union européenne. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, je vois que le temps file sur la vague de rénovation. Peut-être passer directement aux propositions législatives donc du paquet Fit for 55, en mettant un peu l'accent sur la révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, puisque pour atteindre cet objectif de moins 55% des émissions de gaz à effet de serre, il faudrait que les bâtiments dans toute l'Union européenne émettent 60% de gaz à effet de serre en moins d'ici 2030. C'est vraiment beaucoup et c'est très proche en fait 2030 et consommer 14% d'énergie en moins. Donc qu'est-ce que propose cette directive qui a été présentée un petit peu après le gros paquet du 14 juillet 2021? On a présenté cette nouvelle directive en décembre, donc elle est en cours de discussion au Parlement et au niveau du Conseil. Elle introduit essentiellement une obligation de disposer d'un certificat de performance énergétique, ce qu'on appelle le DPE, je crois, en France, et c'est étendu à tous les bâtiments. D'ici 2030, elle vise aussi à faire en sorte que les 15% les moins performants du parc immobilier de l'Union européenne doivent être modernisés. Elle concerne aussi les bâtiments neufs, mais vraiment, c'est de mettre en place des incitations, des règles pour accélérer cette vague de rénovation au sein de l'Union européenne. Alors, évidemment, pour faire tout ça, il faut des financements très importants. Donc, que fait l'Union européenne? J'en parlais tout à l'heure du plan de relance, mais je crois que Madame Tolleray vous en parlera peut-être plus dans le détail. On a identifié en fait les besoins d'investissement au niveau européen, à la fois sur la rénovation et sur la construction de nouveaux logements sociaux en Europe. Et on a un gap de 57 milliards d'euros à trouver par an. Donc, le défi est vraiment énorme. Alors, quelques grandes masses et qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'Union européenne pour soutenir tout ça financièrement? Il y a effectivement ce plan de relance Next Generation EU
qui est un plan sans précédent, puisque c'est un endettement commun et c'est la première fois que l'Europe le fait à cette échelle-là de 750 milliards d'euros. Et au sein de cette enveloppe qui est destinée à l'ensemble des États membres, on a regardé de près l'ensemble des plans soumis par les États. Il y a 60 milliards qui sont déjà destinés à la rénovation énergétique des bâtiments. À ce titre, la France fait aussi un effort important, mais je pense que Madame Tolleret en parlera peut-être plus dans le détail. Et au-delà de ce vaste plan de relance, on a évidemment le budget européen traditionnel, le budget pluriannuel 2021-2027, où là, on a fléché 30% de l'ensemble des fonds sur la transition verte. Et là, évidemment, c'est à la discrétion des États membres et des régions. Vous avez élaboré votre programme opérationnel, mais avec le FEDER, on met un accent très fort sur la rénovation énergétique des bâtiments et en particulier des logements sociaux. Mais évidemment, l'Union européenne toute seule ne peut pas y arriver, les financements publics non plus, donc on met aussi en place un cadre pour soutenir et faire un effet de levier avec les financements privés. Je pense que la Caisse des dépôts et la Banque des territoires qui est ici aujourd'hui pourra nous en parler peut-être plus précisément. Mais effectivement, dans la rénovation énergétique, il y a des solutions, des innovations à trouver en termes d'effets de levier et d'ingénierie financière, de complémentarité entre les subventions et les investissements privés. On pousse beaucoup, et je crois que ça se développe assez bien en France, les sociétés de tiers financement, ce qu'on appelle dans notre jargon les ESCOs. Et c'est vraiment des solutions qui permettront de massifier et d'accélérer la rénovation des logements sociaux au sein de l'Union européenne. Donc, je vais m'arrêter là parce que je vois que le temps file et je laisse la parole du coup à Madame Tolleret, mais je suis disposée à répondre à toutes vos questions et je suis surtout ravie d'entendre les échanges qui vont avoir lieu aujourd'hui. Merci. Merci Carole. Et ce que je vous propose effectivement, c'est qu'on va faire des cas d'intervention et ensuite on prendra des questions. Donc, merci Carole. Irène. Merci Olivier, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc je ne vais pas revenir sur ce que Carole Labbé de la Commission a très bien expliqué. Le plan de relance en France, c'est 100 milliards d'euros. Sur ces 100 milliards d'euros, il y a 20 milliards d'euros qui sont toutes les améliorations des charges au niveau des entreprises pour leur permettre de garder les employés et de ne pas licencier. Donc, il reste 80 milliards d'euros. Sur ces 80 milliards d'euros du plan de relance français, il y en a la moitié qui sont des fonds européens. Donc, ces fonds européens étaient encadrés par le plan de relance européen et donc la nécessité d'avoir des pourcentages sur la neutralité climatique, mais également sur la digitalisation de l'économie et puis un regard sur l'égalité homme-femme par État membre, parce qu'effectivement, cette crise de la Covid, dans son expression économique, pouvait avoir des conséquences très genrées sur l'emploi. Et donc, il y a y compris ces règles du jeu-là qui ont été mises sur la table. Donc, sur la partie transition écologique, il y a tout un tas d'entreprises, y compris des entreprises du département qui en ont bénéficié. Du département ou de la région. Je pense par exemple aux bus à hydrogène du côté d'Albi, mais également des entreprises autour des batteries pour les véhicules électriques ou les déplacements propres décarbonés, on dit, du côté de Vendargue ou pas loin de Sète. Donc, ce sont des actions très concrètes. On a aussi eu des actions sur le patrimoine avec des enveloppes du plan de relance sur, par exemple, le théâtre de Clermont-Lérault, la cathédrale de Lodève. Voilà. Donc, à un moment donné, cet endettement commun européen était là pour soutenir l'économie européenne et faire qu'en sortie de crise, on soit plus fort. Et bien entendu, on ne pouvait être plus fort qu'en étant plus fort par rapport à la plus grosse menace que nous avons tous, qui est le changement climatique. Donc, il y a eu un volet très important sur les bâtiments, avec le dispositif MaPrimeRénov', mais pas que, puisque tous les bâtiments publics y sont passés. Donc même, on entend toujours parler des compétences européennes, le logement et le logement social est bien une compétence de l'État membre, mais il y a
dans le plan de relance, il était écrit qu'au moins 37% des dépenses de chaque plan de relance devaient être dédiées à des investissements et des réformes liées au climat. Donc, la France a fait le choix de consacrer une partie à la rénovation énergétique des logements publics et privés, sachant qu'en moyenne, dans l'Union européenne, et en France, on est au-dessus, 7,43% des budgets de relance sont dédiés à la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, dans les 37% qu'on doit faire, il y en a à peu près 37 divisé par 37 qui sont sur la rénovation énergétique des bâtiments. Dans le plan de relance français, il y a plus de 500 millions d'euros du plan de relance qui ont été mis sur la réhabilitation et la rénovation énergétique des logements sociaux. Alors, peut-être que ici, on le vit un peu moins ou de plus loin que ici, je parle à Montpellier, que dans le Grand Est, le Nord ou les régions Île-de-France, mais les fléchages ont aussi été mis pour augmenter l'isolation dans les endroits où on chauffait le plus. Donc, c'est pas une répartition arbitraire, c'est aussi la notion de passoire thermique. Elle est à l'endroit où il y a des passoires thermiques, mais aussi à l'endroit où on chauffe beaucoup parce qu'il y a des hivers. Donc, l'idée, c'était vraiment qu'en sortie de crise, on ait vraiment révolutionné notre parc de logements sociaux sur la partie énergétique. Donc, il y a 445 millions sur les 500 qui ont été mis sur les fléchés, donc mis pour une partie sur 2021, mais qui continue sur les parties 2022-2023, sur les opérations de restructuration ou de réhabilitation lourde. L'objectif, c'est de réhabiliter complètement 40 000 logements au total, mais il y a 40, c'était l'objectif, sachant qu'on en a déjà fait 57 000 au comptage 2021. Il y a 40 millions qui sont dédiés pour des opérations exemplaires et innovantes de rénovation énergétique et 15 millions qui ont été fléchés pour le parc social dans les territoires d'outre-mer. On a également un fonds friche de 650 millions d'euros pour la période 2021-2022 pour financer les opérations de recyclage des friches industrielles et du foncier déjà artificialisé. Ce fonds il marche très bien et donc il a été abondé en 2022 de 100 millions d'euros. Donc, au total, depuis le lancement, 1118 projets ont été sélectionnés qui permettront de faire 5 700 000 m² de surface de logement, dont un tiers de logements sociaux. Donc, on est un peu au rendez-vous. Le dispositif le plus connu dont vous avez entendu parler, c'est MaPrimeRénov', sur lequel il y a 650 000 dossiers qui ont été instruits depuis le début du plan de relance. C'est donc des logements dont on réduit par de l'isolation les fuites énergétiques. Et donc, il y a des débats sur ces chiffres parce qu'effectivement, on n'a pas pris des logements pire pour les transformer en logements A. On a été assez progressif, mais la totalité de ces 650 000 logements qui sont aujourd'hui rénovés avec les dispositifs issus du plan de relance sous le titre de MaPrimeRénov', ont donc permis de faire des économies très importantes d'énergie. Et donc là, ça ne touche pas que le logement social, ça touche aussi le parc privé. Donc 650 000 logements qui ont gagné en moyenne 5,3 TWh par logement, c'est-à-dire le double des économies qui jusqu'à présent étaient fléchées dans les accompagnements budgétaires des économies d'énergie sur les logements en 2016. Il faut savoir qu'il y a eu une crainte, c'est que par rapport au préfinancement, on est les ménages les plus aisés qui se précipitent dessus. Et donc, il y a eu une attention très particulière qui a été portée sur ce point spécifique-là, puisque ce n'était vraiment pas le but. Et donc, 70% des dossiers MaPrimeRénov' ont été attribués à des ménages qui sont modestes ou très modestes. Donc, avec soit le dispositif MaPrimeRénov' Sérénité pour les ménages modestes dans les rénovations globales. Donc, c'est les fameux
57 000 logements, mais il y a aussi un dispositif qui s'appelait MaPrimeRénov' CoPro, qui a permis de faire des rénovations, qu'on soit propriétaire ou bailleur, avec un système d'aide unique assez facile d'accès. C'était un des enjeux de ce plan de relance. On met beaucoup d'argent sur des dispositifs, il faut que tout le monde puisse se les approprier, donc il était nécessaire qu'on mette de la souplesse dans l'accès, avec autant qu'on a pu, les sous-préfets à la relance dans les départements comme Guichet, les coordinations avec les collectivités territoriales au travers des plans de relance régionaux et l'organe de surveillance du plan de relance national, sachant que dans les comités de suivi du plan de relance au niveau régional ou national, il y avait tous les partenaires sociaux qui étaient autour de la table, c'est-à-dire le plan de relance national, il y a tous les élus, les représentants du Parlement, j'y suis au titre du Parlement européen, c'est Assemblée, Sénat, il y a aussi les régions de France, les départements de France, l'association des maires de France, il y a les maires ruraux de France, et après il y a tous les partenaires sociaux et des associations, 2 associations environnementales, dont FNE et Raison Action Climat, pour que effectivement l'ensemble de ces 37% de dépenses environnementales, tout le monde soit d'accord que ce soit les vraies bonnes dépenses environnementales qu'on fait et qu'on les mette en place d'une façon réaliste. C'est très important parce qu'en fait, cette mesure-là, surtout quand on voit aujourd'hui avec cette crise de l'énergie qui était préexistante, mais qui se confirme et s'aggrave avec la guerre en Ukraine, eh bien, ce sont aussi des sujets de pouvoir d'achat et il faut réconcilier l'environnement et l'économie. On a beaucoup d'emplois, comme ça a été dit par la Commission, à créer des emplois durables. Si on fait de notre union l'endroit du monde qui est le plus allant sur ces métiers. Et également, ça veut aussi dire qu'une de nos grosses priorités, ça a été de ne laisser personne sur le bord de la route. Et que nous prêtons à l'ensemble, quelles que soient les collectivités locales, quelles que soient les organismes de logement social, quelle que soit la situation, nous prêtons aux mêmes conditions et nous faisons donc cette péréquation qui est très importante. En 2021, alors ça, élément très important, c'est ce qui a permis de développer de la confiance auprès de ces organismes, parce que nous sommes des organismes, des investisseurs de long terme. Et nous considérons que cette confiance, elle se bâtit sur le long terme. Bien sûr, on peut avoir de temps en temps intérêt. Vous pouvez, quand vous allez chez votre épicier, voir que les poireaux, aujourd'hui, ils sont plus chers qu'à côté. Mais sauf que c'est là où vous allez depuis toujours. Et puis de temps en temps, ils vous rendent un petit service. Et de temps en temps, ça. Et donc c'est cette relation de confiance que nous avons et que nous souhaitons développer et poursuivre avec les organismes de logement social. Deuxième grand type d'action dans lequel nous agissons dans le logement social, nous sommes nous-mêmes. Plus précisément, une de nos filiales, qui s'appelle CDC Habitat, est un organisme de logement social, un des très grands organismes de logement social qui existe en France. Et donc, on va construire, on va rénover. Qu'est-ce qu'on a fait en 2021 ? En 2021, on a prêté à l'ensemble du secteur social plus de 10 milliards d'euros sur l'année 2021. Ce logement social, il faut bien avoir à l'esprit qu'il représente 20%, un peu plus de 20%, 22% pour être précis, de l'ensemble de la construction des logements en France. En 2000, les chiffres changent un peu, mais bon, on a construit en 2020 84 000 logements sociaux. Alors quand je dis on, c'est la France, c'est pas uniquement la Caisse des dépôts, et on en a rénové 88 200. Petite note, parce qu'on a beaucoup parlé de la rénovation, c'est très important la rénovation, on y met beaucoup d'argent. Je voudrais vous donner un chiffre que m'a donné Thierry Breton vendredi dernier, quand on l'a vu avec Éric Lombard. Le gaz russe en Europe, c'est 155 milliards de mètres cubes par an. La rénovation, l'efficacité énergétique,
c'est 4 milliards. Donc vous voyez que c'est pas avec les 4 milliards qu'on va refaire l'ensemble, mais ça en fait partie. Mais il y a beaucoup d'autres choses. La Caisse des dépôts, sous la forme de la Banque des territoires, on a regroupé l'ensemble de nos filiales, direction des prêts, etc., pour faire simple. Elle a prêté l'année dernière 3,5 milliards pour la rénovation. Grosso modo, donc l'idée, les chiffres à retenir, c'est sur l'année, on prête pour la construction 10 milliards et pour la rénovation 3 milliards et demi. Notre filiale CDC Habitat, elle s'est engagée à construire sur 2-3 ans 40 000, on appelle des VFA, grosso modo, des appartements des logements sur plan, pour faire simple. Sur ces 40 000, on en a identifié aujourd'hui un peu plus de 35 000, 18 000 en logement abordable, 10 000 en logement social et 7 500 en logement intermédiaire. C'est un modèle qui est très français, ça a été rappelé que le logement c'est une compétence nationale, donc chaque pays a son histoire qui est propre. On a pourtant, et on le sait bien, des interactions au niveau européen, et il y a 3 types d'interactions très importantes, en tout cas qu'on espère très importantes au niveau européen, qui se sont développées ces dernières années sur la base de ce basculement progressif de l'Europe machine à subvention vers l'Europe qui facilite, qui fait effet de levier, et la transformation, parce qu'il y a une plus grande efficacité sur les instruments financiers. Premièrement, sur les subventions, on essaye, il arrive par du temps, de se coordonner dans les subventions FEDER, qui viennent sur un certain nombre de projets, en matière d'efficacité énergétique, par exemple, et nous pouvons, nous, intervenir en complément sur du prêt, sur l'instrument financier, et ça va permettre d'avoir un effet de levier qui est très important, parce que, comme ça vient d'être expliqué par Frédéric, il y a un retour ensuite qui permet d'être réinvesti. Et c'est cette mécanique de réinvestissement qui est essentielle. Lorsque vous êtes uniquement sur de la pure subvention, le retour il se fait mais de manière très indirecte, il y a ce qu'on pourrait appeler les externalités positives. Deuxième lié avec l'USH, un partenariat tripartite ainsi qu'avec la BEI. Et puis dernier élément, et je terminerai par là, dernier élément, c'est ce qui a fait la suite du plan Juncker. Le plan Juncker, en quelque sorte, c'était de l'argent qui était garanti par la Commission européenne, dont la Banque européenne d'investissement avait un monopole pour bénéficier de cette garantie, qui ensuite, parce qu'elle est basée à Luxembourg et qu'elle n'a pas cette connaissance du terrain, ces réseaux capillaires, elle s'appuyait sur les banques nationales ou institutions financières comme la Caisse des dépôts, il y en a partout, pas partout presque, ça a permis de faire un effet de levier, Frédéric qui parlait de l'effet de levier, de 15. C'est-à-dire que pour 1 euro de garantie, vous aviez 15 euros de valeur dans le projet. Et à la suite du plan Juncker, on a discuté beaucoup avec la Banque européenne d'investissement, encore plus avec la Commission, et finalement, il y a un nouveau programme qui s'appelle InvestEU. Et ce programme InvestEU, il y a 75% qui sont pour la BEI et 25% pour les autres, conditions qui respectent un certain nombre de critères. Et donc on fait partie des autres. Donc à la fois on travaille avec la Banque européenne d'investissement et en même temps on bénéficie de cette garantie sur des projets qu'on présente. Et dans les projets que nous avons présentés auprès de la Commission, il y a notamment un certain nombre de financements de projets de politique de la ville. Et donc, quelque part,
de revitalisation urbaine et donc de logement social. C'est dans cette logique-là que nous allons développer. Alors la Commission a pris pas mal de retard. En plus, c'est un peu contraint dans le temps, puisque le programme doit s'arrêter normalement en 2023. Mais bon, j'ai toujours bon espoir qu'on y arrive. Donc, pour résumer, je dirais en deux phrases, nous sommes le partenaire historique du logement social. Nous sommes un acteur du logement social et nous développons de plus en plus des interactions avec l'Europe, soit en intermédiant des financements européens, soit en venant en complément pour apporter d'autres éléments positifs à des financements européens. Merci de votre intervention. On a compris finalement. Alors, je ne sais pas si Donc, je commence par Isabelle Albert. Bonjour. Je vais vous faire une petite présentation en deux temps de l'utilisation des crédits d'ACM, des crédits FEDER. Donc la première, c'est la manière dont nous les avons utilisés à travers 4 opérations, mais je vais aller vite, je vous rassure. Et la manière dont nous avons évolué sur l'utilisation des crédits FEDER. Et deuxièmement, demain, comment nous comptons évoluer à ce niveau-là. Donc au niveau des crédits FEDER, sur la dernière période, nous avons reçu plus de 3 600 000 euros de la part du Fonds européen pour 35 millions, un peu plus de 35 millions d'investissements, et 753 logements réhabilités dans ce cadre-là. Donc on est tout à fait dans vos ratios de 5 600 euros par logement. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, on parle, pour revenir sur quelque chose de plus terre à terre, on est sur des niveaux de réhabilitation par logement qui sont entre 45 000 et 50 000 euros. Je ne sais pas ce que dira M. Dupont sur ces montants-là. Ce qui veut dire que ça peut financer à peu près 10%, ce qui reste énorme au niveau subvention sur ces opérations, et que ça nous aide bien. Par ailleurs, ce que je voulais dire aussi, c'est que nos locataires n'ont pas d'augmentation de loyer suite à ces réhabilitations. Et donc on revient au sujet précédent d'une manière plus apaisée, mais aujourd'hui c'est assez important et va commencer peut-être à se poser la question de savoir s'il faut revenir sur cette méthode de travail, c'est-à-dire est-ce qu'on doit augmenter les loyers suite à réhabilitation ou non. Je propose juste de vous présenter très rapidement 4 réhabilitations. Une première qui a été démarrée en 2014, qui était sur 36 logements. Donc on était sur une petite structure qui se situe à Castelnau-le-Lez et où nous avons eu une réhabilitation, on va dire classique, niveau FEDER. On est parti de niveau D. On a fait de la réhabilitation pour arriver à niveau réhabilitation thermique BBC niveau B. Avec de la rénovation énergétique par l'extérieur, on peut passer à la slide suivante, voilà, une aide du FEDER qui était de l'ordre de 310 000 euros. On a eu une réhabilitation classique avec de l'isolation par l'extérieur, du confort thermique, de la production d'ECS par ballon thermodynamique. De la rénovation à la carte dans les logements, puisque ce qu'il faut dire aussi, c'est que tous ces logements sont rénovés en site occupé, donc avec certaines difficultés. Donc, in fine, ce que ça a donné, donc on est passé en niveau donc BBC rénovation niveau B. Et au niveau de l'accueil donc par les locataires, c'est sur la slide suivante, donc 86% des locataires, c'est ça, étaient satisfaits du résultat de l'opération, et 92% de nos locataires ont trouvé une amélioration au niveau thermique. Donc ça, c'était la première opération qui a permis de dire bon ben voilà, sur on avait déjà fait de la rénovation thermique et là on avait continué sur un petit bâtiment, ce qui nous a permis de dire bon ben, on peut continuer sur ce type d'opération, on commence à avoir un savoir-faire en interne sur nos opérations, donc on a continué sur des opérations un peu plus importantes. Donc là on est parti sur le Cap Doumaï qui est dans un QPV dans le site Mosson à Montpellier, et là on était sur 278 logements sur un bâtiment qui avait vraiment besoin d'être rénové, avec un commissariat de police qui était
à côté. On a pu du coup aussi améliorer tout ce qui était commerce sur le parvis. On a pu faire de la réhabilitation au niveau circulation, c'est-à-dire qu'on a carrément cassé une partie du bâtiment pour que les gens puissent circuler d'une partie à l'autre du parvis. Donc sur ce... On est aussi arrivé à un niveau B, au niveau rénovation énergétique. On peut avancer pour qu'on aille un petit peu plus vite, voilà. Et donc au niveau et aussi faire les requalifications extérieures et tout ce qui était parking. On a aussi travaillé sur les ordures ménagères. Donc au fur et à mesure, là on a eu vraiment de gros travaux sur un ensemble important qu'on a suggéré, donc toujours en site occupé. Donc là, les travaux étaient plus importants, et donc on a eu une aide du FEDER de l'ordre de 1,8 million d'euros. On voit qu'on s'était amélioré au niveau même montage financier, puisqu'à cette époque-là, on a eu donc les PAM au niveau de la Banque des Territoires, de la Caisse des dépôts, de l'éco-prêt. On a eu aussi tout ce qui était valorisation des C2E. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé aussi sur la réhabilitation énergétique. Voilà, et quand même un petit peu de fonds propres, parce que tout ça ne suffisait pas et qu'il y a toujours des travaux supplémentaires quand on est en réhabilitation, et que c'est toujours... voilà, il faut toujours finir ça, et donc on était sur une enveloppe globale, voilà, on peut finir. Donc une réhabilitation qui avait commencé en 2015 et qui s'est finie en 2019, au niveau du choix, entre le choix du lauréat et la livraison des opérations. On peut continuer, voilà, donc quelques images du bâtiment terminé. CRS, donc là aussi pareil, toujours bâtiment B, innovation par l'extérieur. Là, ce qui était intéressant, c'est que là, en s'attaquant à l'enveloppe extérieure, on a pu changer l'image globale du logement. On va aller sur la fin les slides d'après. Et donc, on a une image avant-après où on voit que là, carrément, on a pu changer l'image du bâtiment avec un travail sur l'extérieur grâce à l'innovation par l'extérieur. Donc là, on voit la première image où il n'y avait pas de balcon, enfin, c'était pas, enfin, il y avait des terrasses et des loggias qui n'étaient pas totalement utilisés correctement. Et là, en travaillant avec les locataires, on a pu aussi améliorer le confort des locataires au-delà du confort thermique. Voilà. Et je passe enfin sur la dernière opération qui montre toute l'évolution qu'on a eue sur nos réhabilitations. C'est une opération de 313 logements qui s'appelle Gémeaux, qui est aussi à la Mosson. Et à ce niveau-là, on voit que c'était une opération qui était au départ, alors là vous ne le voyez pas, mais qui était totalement refermée sur elle-même, qu'on a pu ouvrir vers l'extérieur grâce à des balcons. Et qu'est-ce qui s'est passé sur cette opération-là? C'est qu'au-delà de... Non, c'est moi qui vais un peu vite aussi, j'avoue que c'est pas évident à suivre. Mais sinon, on peut rester encore tout l'après-midi, et je crois que voilà, on a d'autres occupations peut-être tous derrière. Donc qu'est-ce qui s'est passé après derrière sur cette opération? C'est que on a aussi développé les jardins partagés à plus grande échelle sur cette opération. Et donc au-delà de la rénovation thermique, de l'ouverture des logements, des balcons, on a pu avoir aussi une grosse partie prenante, les locataires qui sont devenus partie prenante complètement de la rénovation, notamment grâce au jardin partagé, et donc qui a été un lieu aussi de rencontre de nos locataires. J'enchaîne sur ce qu'on compte faire sur ce quartier Mosson toujours, et donc sur le QPV. Au-delà de toutes ces rénovations-là, ce qu'on va faire demain sur nos opérations, on a encore 825 logements qui sont sur la réhabilitation Mosson, qui sont en train d'être mis en œuvre, avec une première opération un peu emblématique, bon, j'ai pas pris l'image aujourd'hui, mais qui va être assez emblématique sur cette opération, avec la police municipale et la police nationale qui vont aussi s'intégrer dans ce quartier-là, donc ça sera une première aussi, qui vont pouvoir aussi venir sur ces quartiers. Donc on aura une rénovation énergétique, une opération sécuritaire sur le quartier qui va être aussi intégrée et qui va être la première pierre de 825 logements qui vont arriver par la suite.
On a aussi un programme de rénovation urbaine et quartiers fertiles, toujours sur la Mosson, et donc les jardins partagés et tout ce qui est agriculture urbaine qui va s'intensifier. On a une Farm Lab qui s'est mis en place aussi sur ce site, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on développe de l'agriculture urbaine et ACM Habitat a fait un appel à projet sur de l'agriculture urbaine dans le quartier Mosson. Donc je dis que les petits pas, aujourd'hui, il faut vraiment être conscient de ça, c'est qu'on part de petites réhabilitations et qu'on arrive à de vrais développements et des vraies volontés de développement de quartiers et d'activité sur ces quartiers et vers les locataires. Et donc c'est ça qui est intéressant aujourd'hui de prendre en compte, c'est qu'à travers la rénovation urbaine et des ambitions de réhabilitation thermique, on arrive à avoir des projets globaux et vraiment beaucoup plus vastes qui commencent à s'ouvrir sur les quartiers. Voilà. Et je voulais juste rajouter, c'est dommage que la députée soit partie, elle a parlé tout à l'heure de rénovation thermique pour tout ce qui était mode chauffage. Moi, je profite aujourd'hui de la présence de M. Guéquière pour le sensibiliser au fait que nous, on est dans le sud et qu'on a besoin de rénovation thermique et de confort d'été. Et aujourd'hui, je conclurai juste là-dessus, c'est qu'on a donc 825 logements en quartier en rue, mais on a aussi 500 logements qui sont en cours de rénovation sur l'ensemble des quartiers notamment de la métropole de Montpellier, mais de Montpellier, et qu'aujourd'hui on me pousse, et pour l'instant on résiste, à vouloir installer des climatisations si on ne va pas assez loin dans la rénovation thermique. Donc aujourd'hui, il faut que j'explique aux gens que non, nous n'allons pas mettre de climatiseurs et que non, on ne va pas réinstaller les climatiseurs que les gens ont déjà installés. Et ça, c'est vraiment une vraie interrogation. Et bon, on a eu l'été dernier qui a été correct, on va dire, donc ça a été correct au niveau de la région. Mais l'été d'avant, on est arrivé à 42 degrés, et là aujourd'hui, on se pose vraiment des questions à ce niveau-là. Et c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui n'est pas assez pris en compte. Voilà. Ça sera ma conclusion sur la réhabilitation thermique. Merci. Bon, Isabelle Albert a tout dit. Hein. Bon, moi je vais aller assez rapidement à des éléments chiffrés, puis vous dire un peu des éléments de vécu, un peu de bailleurs. Aérologement, on a 98% de nos logements qui sont classés entre A et D. Vous savez, sur l'échelle des diagnostics de performance énergétique, qui va de A à G, on n'a quasiment plus aujourd'hui de logements EFG, grâce aux réhabilitations thermiques financées par l'Europe ces dernières années. Il faut être très clair là-dessus. C'est un résultat très concret. Alors nous, on a pu capter plus de 8 millions d'euros de subventions sur la dernière période. Ça nous a permis de réhabiliter 1860 logements, ce qui fait à peu près 4500 locataires. Moi, j'aime bien parler aussi en vrais gens. C'est des vrais gens qui sont dans des vrais logements et qui ont vu leurs conditions de vie et leur cadre de vie s'améliorer, comme ça a été dit. On est assez content de ce travail parce qu'il a été entamé très tôt. On a pu capter une bonne partie de ces crédits européens, ce qui nous a évité de consommer des crédits du plan de relance, puisqu'il a été évoqué aussi l'autre instrument, d'une part le FEDER, d'autre part le plan de relance. Nous, on n'a pas pu passer d'opérations de réhabilitation dans le cadre du plan de relance parce qu'en fait, notre parc n'est pas assez mauvais. Donc ça permet à d'autres bailleurs qui ont plus de difficultés parce que peut-être ils ont démarré plus tard ou parce que c'est l'histoire de leur patrimoine. On n'est pas responsable toujours aujourd'hui du patrimoine tel qu'il a été constitué, entretenu. Ça s'est fait parfois par fusion d'organismes, etc. Et on a parfois beaucoup d'hétérogénéité dans notre parc. Mais le plan de relance est quand même une très bonne mesure pour du parc qui est en mauvais état et ça va permettre à des collègues d'accélérer, de rendre possible des opérations qui ne l'auraient pas été sans ça. Donc je pense que voilà, c'est pas mon cas, mais je plaide pour aussi mes collègues qui en ont besoin et qui en font bon usage. Deuxième élément, sur ce qui a été dit, quand on a, je reprends mes chiffres, mais une subvention, je reviens là-dessus parce que c'est pas neutre, qui vient couvrir 20% du coût total de l'opération, la subvention européenne aérologement, elle a couvert 20% au total de l'ensemble des opérations qui ont été données. Donc vous voyez, on a produit finalement à peu près 42 millions de richesses et ça a été subventionné à presque 8 millions
par l'Europe. Il y a un véritable plus qu'effet levier, parce que Isabelle Albert l'a très bien dit, on n'augmente pas les loyers, ou extrêmement peu, et par un dispositif qui n'a pas été évoqué, mais qui a aussi sa vertu, qu'on appelle la troisième ligne. C'est-à-dire que, ça a été dit tout à l'heure, évidemment, lorsqu'on fait des travaux de rénovation énergétique, cela conduit à une réduction des charges, de consommation de charges, d'énergie par les locataires, donc ils gagnent en pouvoir d'achat. C'est un modèle qui est vertueux. On redonne du pouvoir d'achat aussi directement à nos locataires, et on va venir partager ce gain de pouvoir d'achat en une petite partie pour le bailleur et la majeure partie pour le locataire. Ce dispositif, il vient en quelque sorte, avec la rénovation énergétique, on vient effacer une augmentation du prix de l'énergie. Ça a été dit tout à l'heure, hein, si demain on passe à du prêt, après tout, si les locataires doivent rembourser une partie de ce prêt, eh bien ils le feront avec l'argent qu'ils économisent sur les charges. Oui, mais ça c'était avant. C'était avant. Parce qu'aujourd'hui, quand la facture d'énergie augmente de 15, 20, 30, 40%, vous avez beau réduire la consommation d'énergie en watts de 50%, vous n'économisez pas 50% de votre facture. Avant de venir ici ce matin, j'étais en commission d'appel d'offres, on a passé un avenant à un marché avec Engie pour l'alimentation en gaz d'un certain nombre de nos résidences. On est sur des contrats de performance énergétique, c'est-à-dire qu'on demande à Engie de partager les gains des rénovations énergétiques qu'on a fait qui vont lui permettre de moins consommer de gaz. Malgré cela, la facture des locataires, s'il n'y avait pas les mesures de régulation que le gouvernement a pris à ce début d'année, les factures passeraient en gros de 1 à 6. Ce n'est pas avec les travaux qu'on sera en mesure de faire demain qu'on pourra réduire proportionnellement la consommation d'énergie. Donc, transformer de la subvention en prêt, du point de vue macroéconomique, c'est sûrement très compliqué pour nos collègues, amis et soutiens de la Caisse des dépôts, mais à la sortie, s'il n'y a pas d'argent magique, il y a quand même un argent à rembourser, et je suis d'accord avec M. Zilberberg, c'est dommage qu'il soit parti, il était contraint, mais il n'y a pas d'argent magique, ni pour celui qui donne, ni pour celui qui rembourse. Voilà. Et je crois que ça, c'est un point sur lequel je veux absolument attirer l'attention. La région, à travers le FEDER, fait de très très gros efforts. On voit que sur le nouveau régime, si je ne me trompe pas, dans le coût, dans l'assiette des choses subventionnables, hein, dans l'assiette des dépenses subventionnables, il semblerait que les études ne soient plus financées, qu'on ne puisse financer que des travaux. Or aujourd'hui, ça a été dit, pour faire des gains énergétiques, il faut de plus en plus d'études. C'est de plus en plus compliqué. Quand on vous dit que des réhabilitations vont passer à 45, 50 000 euros par logement, pourquoi? Parce qu'on s'attaque à des logements qui ne sont pas les plus mauvais. Quand on est très mauvais, passer à moyen, ça ne coûte pas très cher. Quand on est moyen, passer à très bon, ça coûte très cher. Parce que là, on va travailler sur des éléments constructifs, sur des équipements qui sont beaucoup plus coûteux. Et réduire la part de subvention sur les études, c'est ennuyeux parce que c'est finalement sur ce poste-là que proportionnellement, nous aurons peut-être demain des dépenses supplémentaires. Donc voilà, je ne veux pas trop rentrer dans les chiffres. Ma collègue a dit l'essentiel du soutien que cela nous apporte, de notre capacité à améliorer le cadre de vie des locataires, à contribuer à la décarbonation, à améliorer le pouvoir d'achat des vrais gens qui vivent dans nos vrais logements. Toute remise en cause du modèle, qu'on peut comprendre par ailleurs, il n'y a pas d'argent magique, il y a tout ce qu'on veut, conduira à faire payer plus cher les gens qui ont le moins d'argent. Il faut s'interroger aujourd'hui sur le sens du mot solidarité. Si la solidarité, elle est dans ce sens-là, du pauvre vers le pauvre, j'aurais peut-être plus de difficultés à faire partager des convictions européennes et d'expliquer, comme ça a été très bien dit en introduction, c'est d'abord, l'Europe, ça sert d'abord à faire la paix, ça sert d'abord à faire en sorte que les peuples se parlent, et que les peuples se parlent dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages. Je pense que les évolutions du modèle rendent compte aussi de la façon dont on voit une société, dont on voit l'avenir, la vision globale d'un continent, et qu'il faut faire attention aux éléments que l'on touche. Je le dis de mon point de vue, de petit opérateur local, provincial, il faut être attentif à l'image que les
que l'on renvoie lorsqu'on fait évoluer des modèles de financement qui conduisent à faire payer les gens qui sont logés dans des logements où ils habitent parce que justement, ils n'ont pas de gros revenus. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la richesse de ce débat. Je voulais remercier tous les intervenants. Excusez donc Irène qui effectivement a pris son train, Carole Labbé qui a dû nous quitter parce qu'elle avait une autre visio justement de la commission.